Ganz schönen guten Abend. Das ist mir eine grosse Freude. Ich am Kader vom Job Shadow Day 2021 ich auf einem digitalen Event We Are the Future of Work herzlich willkommen zu heißen. Ich werde dann aber auch auf Französisch weiterführen, für das auch jeder von euch kann den Event mal suivre. Donc l'événement d'aujourd'hui, We Are the Future of Work, s'adresse aux participants du programme Job Shadow Day, mais aussi à toute personne, jeune ou moins jeune, intéressée par la thématique du futur de l'emploi. Chez Young Entrepreneur Luxembourg, notre mission consiste à inspirer et à préparer les jeunes à l'entrepreneuriat, à les équiper avec un esprit d'entreprise, un esprit d'entrepreneuriat, à les préparer à leur avenir, et ceci aussi, et surtout, pendant ces temps de perturbation. Et en effet, il est primordial d'encourager et de soutenir les jeunes, car ce sont eux qui vont construire notre avenir. Le Job Shadow Day, cette année, a permis aux jeunes, permet en général aux jeunes de 16 jusqu'à 19 ans, d'accompagner un ou une dirigeante d'entreprise pendant une journée de travail. Les jeunes découvrent ainsi le fonctionnement d'une entreprise, les responsabilités et les défis auxquels sont confrontés les dirigeants et leur équipe. Cette année, malgré la pandémie, plus ou moins 140 lycéens et 82 entreprises ont participé, soit en présentiel, bien sûr avec les précautions nécessaires mises en place, soit en version digitale. Le Job Shadow Day a pu se réaliser grâce à une collaboration entre le monde des écoles et le monde des entreprises, contribuant à la réussite de cette initiative. Je tiens donc vraiment à remercier chacun pour son implication. Premièrement, nos partenaires, la FEDIL, la Chambre de commerce, la Chambre de métiers et bien sûr aussi le ministère de l'Éducation nationale et de l'enfance et de la jeunesse. Aussi un grand merci aux 26 lycées qui ont donné aux lycéens la possibilité de passer une journée en entreprise. Et après, et surtout, un grand merci aux entreprises qui ont ouvert leurs portes et qui ont partagé leurs métiers et activités avec les élèves. Donc un grand merci à vous tous. Aux jeunes, j'espère, vous, les jeunes, que vous avez pu profiter pleinement de cette journée et en tirer des expériences enrichissantes. Je ne peux que vous encourager de continuer à bénéficier de tels projets, de participer à des activités concrètes et pratiques sur le terrain, comme par exemple des visites d'entreprise, des échanges avec des entrepreneurs ou de faire des stages, etc., pour juste citer quelques exemples. C'est important de découvrir davantage le monde des entreprises, ça vous aide à trouver votre voie. Restez surtout aussi curieuse et ouvert à découvrir et à apprendre. Afin de vous donner encore plus d'idées sur le futur de l'emploi, nous avons décidé avec toute l'équipe d'organiser l'événement de ce soir. We Are the Future of Work. Nous allons donc discuter avec un panel d'experts, d'entrepreneurs sur l'évolution des métiers, sur l'évolution du monde de travail, des compétences requises, aussi sur l'évolution de la culture d'entreprise et ses valeurs par rapport aux attentes des nouvelles générations. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et personnellement, j'ai déjà hâte de suivre la discussion entre nos différents panélistes. Et là, je profite aussi de remercier tous nos panélistes, nos experts, pour leur participation de ce soir. Mais avant de démarrer avec le panel, j'ai encore le plaisir de donner la parole donc, à M. René Vinquin, le directeur de la FEDIL, The Voice of Luxembourg Industry, partenaire du programme Job Shadow Day. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Juste peut-être un mot sur la FEDIL. Donc, nous sommes une organisation qui représente traditionnellement l'industrie manufacturière, mais depuis les dernières décennies aussi de plus en plus d'entreprises de services à caractère industriel, entreprises de services technologiques et souvent donc orientées vers l'extérieur. Donc, bienvenue à vous tous à cet événement qui est important pour nous parce que c'est
une des initiatives à côté de nombreuses autres, dont Hello Future, par exemple, une des entreprises que la FEDIL soutient ou a initié dans le cadre d'une de ses priorités, qui est la priorité des talents. Avant de vous rejoindre, j'ai encore parlé à un consultant qui vient de boucler une étude CEO Survey, qui a encore une fois confirmé que pour les entrepreneurs luxembourgeois, et je pense que ce n'est pas une particularité pour les entreprises luxembourgeoises, que la recherche et la qualification des talents est une des premières préoccupations de leur vie d'employeur, de leur vie d'entrepreneur. Et donc, le contact entre les jeunes et les entreprises est très, très important. Du point de vue des jeunes, évidemment, vous pouvez avoir ces contacts sous plusieurs formes. Vous pouvez organiser une visite d'entreprise avec votre classe. Vous pouvez avoir un job de vacances. Vous pouvez avoir un stage. Et nous encourageons beaucoup nos membres à accueillir les jeunes dans leur entreprise sous ces formes-là. Je pense que la particularité du Job Shadow Day est celle que vous avez également l'occasion d'entrer dans une entreprise, mais vous avez, je pense, la particularité, l'originalité de découvrir l'entreprise du point de vue d'un dirigeant, parce que normalement, vous êtes avec le dirigeant, un chef de service. Parfois, vous êtes en plusieurs services et vous voyez dans plusieurs services du point de vue d'un responsable, d'un dirigeant. Je pense que c'est un autre angle que si vous êtes là en tant que visiteur où, disons, la présentation est peut-être plus commerciale, plus générale. Donc, je pense que c'est une particularité, une originalité très, très, très importante. Et donc, connecter les deux mondes, le monde de l'école et de l'entreprise, nous paraît particulièrement important. Pour les entreprises, il y en a encore trop qui n'offrent pas assez de stages, qui pourraient faire plus, qui pourraient donner cet aperçu. Les entreprises doivent aussi se rendre compte que si elles ne le font pas, elles ont évidemment plus de difficultés à être vues comme employeur potentiel, comme un job ou l'offreur d'un job intéressant pour des jeunes. Au moins en ce qui concerne l'industrie et les autres entreprises que nous représentons, nous pensons que la transformation qu'elles ont faite et qu'elles sont en train de faire vers plus d'écologie, vers plus de digitalisation, ont fait des employeurs encore plus intéressants pour les jeunes. Donc, cette image d'une industrie grise circulait encore dans les années 70-80 a quasiment entièrement disparu et donc nous représentons quand même un secteur que les jeunes commencent à redécouvrir. D'ailleurs aussi un secteur qui, je pense, va être en grande partie à l'origine des solutions technologiques que nous devons mettre en œuvre pour avancer par rapport au challenge de demain et notamment le challenge du green. J'espère aussi que l'un ou l'autre parmi vous, parmi les jeunes, a pu voir cela aussi dans le cadre de son engagement. On n'a pas pu avoir l'édition, la 11e l'année passée, donc cette fois-ci, nous célébrons la 11e édition du Job Shadow Day. Et je félicite d'abord Young Entrepreneur d'avoir relancé l'initiative en 2021 malgré le maintien de conditions un peu difficiles. Et surtout, je dis merci aux jeunes d'avoir participé aussi dans ces mêmes conditions. Nous-mêmes, à la FEDIL, on avait un stage la semaine d'avant les vacances de Pâques où on devait accueillir quelqu'un et finalement, il n'a pas pu venir à cause de mesures de quarantaine imposées dans sa classe. Il m'a appelé pour dire, mais est-ce que je ne peux pas faire le stage à distance, en télétravail, et puis après mon test, quand même venir 2-3 jours. Et ça, j'ai trouvé une attitude magnifique, et je pense vous tous qui également, soit sous forme digitale, mais je pense que la plupart parmi vous sont quand même allés sur place, de ne pas chercher le Covid ou
le confinement comme pour excuse de ne pas participer, on se mérite aussi un grand merci. Donc, je voudrais donc m'arrêter là et répéter donc les remerciements que Stéphanie a déjà exprimés. Donc, merci aux autres partenaires qui soutiennent l'initiative, qui mobilisent les entreprises. Merci au ministère de l'Éducation nationale, à la GEL évidemment pour l'organisation et aux jeunes pour leur intérêt et pour leur participation. Et je vous souhaite plein succès pour l'avenir. Donc, merci. Super, merci René. Voilà, maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à ma collègue Claudia, donc, qui est coordinatrice que vous avez certainement déjà rencontrée. Vous étiez en contact au moins avec elle par téléphone ou par email. Donc, Claudia da Silva, qui est la coordinatrice du programme Job Shadow Day et qui est en charge de la modération de ce soir de notre table ronde, donc, qui porte sur le sujet le futur de l'emploi, donc We are the future of work. Claudia, c'est à toi. Merci beaucoup Stéphanie et bonsoir et bienvenue de ma part aussi donc à cette table ronde où nous discuterons donc avec nos invités sur le futur de l'emploi. Voyons donc ensemble comment la digitalisation, les compétences, les valeurs ou encore le leadership se manifesteront dans notre futur. Après tout, we are the future of work. Pour en discuter, nous avons avec nous ce soir 4 entrepreneurs et dirigeants et dirigeantes qui partageront avec nous leur expérience, leur vision de l'avenir du travail et des entreprises. Je vais laisser les présenter. Madame de Taille. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de participer à votre séance d'information. Je suis le CEO du groupe Alipa, une entreprise située à Vils qui est active dans le levage et l'emballage industriel. Et je suis aussi la présidente de la FEDIL, donc je me réjouis à double titre. Ça fait des années qu'Alipa participe et c'est toujours une très belle journée dans l'année de recevoir ces étudiants motivés et curieux. Merci. Monsieur. Mon tour, c'est ça, c'est bien ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lars, je suis responsable pour la communication chez Citibank, pour le Luxembourg, la France et le Benelux dans sa totalité. Et je m'occupe également avec la relation qu'on a depuis plusieurs années avec la GEL au Luxembourg. Ravi d'être parmi vous ce soir. Merci à vous. Madame Kaufmann. Oui, bonjour, Pascal Kaufmann. J'ai fondé il y a 9 ans, presque au jour près, une entreprise qui s'appelle Apollo Strategies. Donc, j'ai fait j'ai parcouru plusieurs vies dans ma vie professionnelle avant de devenir entrepreneur. Et Apollo Strategies, c'est une entreprise qui fait du conseil stratégique en communication, des relations médias, de la communication de crise aussi. Et je suis très ravie d'être là aujourd'hui pour vous entendre aussi et j'espère que ce sera aussi un échange. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous, mon nom est Charles Heisbourg. J'ai la chance d'avoir le meilleur job dans le monde automobile au Luxembourg. Je suis le directeur général du centre Porsche au Luxembourg et bientôt d'un deuxième centre Porsche à Roost. Les deux garages Porsche font partie du groupe Loche, un groupe que certains connaissent qui était à l'époque le garage à Bonnevoie. Et entre-temps, c'est en train de devenir un groupe industriel diversifié autour de la mobilité, mais qui a beaucoup plus à offrir que l'automobile en lui-même. Je suis très content d'être ici. Merci à la GEL de m'avoir invité. Et je suis un grand fan du Job Shadow Day. Dans ma vie précédente, j'étais avocat chez R&D Moderna et là aussi déjà, on participait au Job Shadow Day et je coordonnais un peu la relation avec la GEL. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'avoir accepté de participer donc à cette table ronde. Je vais également laisser les jeunes se présenter, donc ils partageront avec nous leurs aspirations, ambitions pour leur futur professionnel.
Bonjour, moi je m'appelle Inès Georges, j'ai 16 ans et je viens de l'Athénée du Luxembourg. J'ai visité lors de mon Job Shadow Day l'entreprise à l'IPA expliquée auparavant. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Hugo Galstad et avant que je commence, je voudrais juste me prier de m'excuser parce que le français, c'est mon troisième langue. Donc, je vais essayer mon meilleur. Bon, je suis dans l'école européenne, 18 ans, dans la section suédoise. Donc, dans l'école, j'étudie l'économie, le mathématique et les sciences. Et moi, j'étais à Citibank pour mon Job Shadow Day et c'était super. Donc, merci de me laisser être ici. Merci à vous aussi donc, de contribuer à cette discussion. Pendant la table ronde, j'invite nos spectateurs à nous poser les questions qu'ils auront via la boîte des questions que vous trouverez dans la barre du bas, donc soit via l'option questions-réponses ou alors via le chat. Nous allons donc aborder comme premier thème la digitalisation et les technologies. Depuis quelques années, la digitalisation fait partie de notre vision du futur. Les événements de la dernière année ont probablement accéléré ce processus pour certains secteurs. Monsieur Reisburg, une première question. Quelle a été l'évolution de la digitalisation pendant les dernières années et comment les événements de cette dernière année ont-ils influencé cette évolution? Alors, l'entreprise que je dirige est dans le secteur du commerce, donc Handel, comme on dit en luxembourgeois. Et comme vous le savez tous, une grande partie du commerce de nos jours se fait en ligne. J'ai lu aujourd'hui dans Paper Jam un article, 85% des internautes ont fait des achats en ligne. C'est particulièrement vrai pour la plus jeune génération, mais c'est aussi vrai pour tous les autres âges. Et ça n'épargne pas non plus mon secteur, donc qui est la vente, la distribution automobile et la réparation de l'automobile. Euh, et c'est tout aussi vrai pour ce qui est de recrutement et le travail. Donc, tous ces différents domaines ont été fortement impactés et fortement poussés vers la digitalisation. L'année passée, évidemment, a encore donné un coup d'accélérateur. Avant, on en parlait, mais c'était difficile. C'était un peu, chacun était dans son confort. Mais l'année passée, on a vraiment dû s'y mettre. Et c'était un win-win pour nous et nos clients et notre personnel. Dans la vente, donc maintenant je parle côté client, on a mis en place un online shop pour des voitures. Ça s'est fait. Personne ne pensait que c'était possible, mais ça s'est fait. Un peu moins chez Porsche parce que les gens aiment encore toucher et voir, mais dans les autres marques, absolument, c'était un grand succès. Dans l'après-vente, on est en train de travailler dessus avec Lux Innovation pour mettre en place un touchless process, donc c'est-à-dire que vous pouvez donner votre voiture en réparation et le seul acte physique que vous devez faire, c'est ramener la voiture et mettre la clé dans la boîte aux lettres. On n'y est pas encore, mais l'année passée a évidemment fortement accéléré ce processus, surtout quand nos portes étaient fermées. Et puis last but not least, les gens qui travaillent chez nous, bon, un mécanicien, vous n'allez pas le mettre en home office, mais plein d'autres fonctions, je dirais administratives, managériales. On a quand même fait un grand pas dans la digitalisation, mettre donc toute l'entreprise, tout le groupe en grande partie en home office. Ça s'est fait très vite. Et finalement, on a vu que c'était faisable, que c'était lié à des contraintes aussi, de manager des équipes à distance, ce n'était pas facile. Mais ça marchait, on a fait de très bonnes expériences. Et ce qui était une nécessité l'année passée est devenu chez nous dans le groupe et dans mon entreprise un normal, je dirais. Donc, on donne le droit aux employés, pas à tous, mais ceux qui peuvent, travailler de la maison pendant certains jours de la semaine, du mois, de travailler de la maison. Et le dernier point, je dirais, c'est le recrutement où tout le processus, je dirais, maintenant est presque entièrement digital, sauf quelques exceptions. Et tout ça, je dirais, pendant le Covid, on a fait beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait avant. Donc, on était très fortement touchés, mais je dirais ça plutôt comme une opportunité qu'un risque. Merci. Et du côté de l'industrie, Madame de Taille, un futur de l'industrie digitalisée, cela ressemble à quoi? Donc, comment l'industrie a évolué à ce niveau? Alors, la digitalisation de l'industrie avait commencé bien avant le Covid. Dans la production, il y a pas mal d'automatisation, de robotisation, de maintenance à distance des
des outils de production. Donc, tout cet aspect production est déjà digitalisé depuis longtemps et bien entendu, le processus s'accélère. Dans l'industrie comme dans le commerce, on a aussi des clients et des fournisseurs et la digitalisation nous permet d'affiner notre relation avec les clients, d'aller plus vite vers la bonne fonction. Si il y a 20 ans, je voulais avoir le nom de l'acheteur de caisse chez Peugeot, c'était extrêmement compliqué. Maintenant, avec un abonnement LinkedIn et un peu de formation, on arrive très vite à trouver les personnes qui nous intéressent et à les contacter. On arrive aussi à faire de la prospection intelligente et rapide à partir de bases de données. Donc, c'est un élément aussi très important et qui nous aide à améliorer notre productivité. Évidemment, comme tout le monde, puisque la digitalisation est quand même un processus très démocratique, tout le monde peut en profiter, ça augmente aussi la concurrence. Ce que je viens de dire dans la relation clientèle est aussi vrai dans la relation des fournisseurs. Avant, si vous vouliez trouver un fournisseur d'un objet très précis, c'était compliqué et ça faisait souvent partie d'ailleurs des avantages concurrentiels d'avoir un bon fournisseur. Aujourd'hui, vous trouvez très facilement des fournisseurs partout dans le monde pour les produits qui vous intéressent, notamment pour votre production. Mais je voudrais dire quelque chose qui, à mon avis, là n'appartient qu'à l'industrie, c'est toute la digitalisation, mais c'est le résultat du travail de l'industrie. C'est d'abord la science, c'est de la technique, c'est de la production, puis c'est de la mise sur le marché. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des industries qui ont produit des ordinateurs, des industries qui ont développé des logiciels et qui les ont rendus très, très conviviaux. Donc, l'histoire de l'industrie et de la digitalisation, c'est une longue histoire et l'industrie est partie prenante dans ce processus. Alors aujourd'hui, si vous me demandez si l'industrie a bien évolué en matière de digitalisation au Luxembourg, la réponse est oui. D'abord parce qu'on a des industries ici très performantes, sinon elles ne survivraient pas. Aussi parce que les coûts salariaux étant ici très élevés, les entreprises essaient évidemment d'être le plus productif possible avec le moins possible de main-d'œuvre, puisqu'on en trouve assez peu. Et il faut aussi dire qu'on a ici un bon écosystème avec une université, avec des centres de recherche qui sont très, très en pointe et qui aident bien l'industrie. Et puis, il y a aussi une volonté de l'État et du ministère de l'économie de soutenir toute l'adaptation des industries à la digitalisation. Donc, on est dans le coup, même dans les industries manufacturières les plus traditionnelles. Donc, Monsieur Hesbourg, j'avais mentionné par exemple que dans son secteur, l'année dernière, il y a certains procédés qui ont été accélérés avec la digitalisation. Est-ce que c'est pareil pour l'industrie ou était-ce plutôt une évolution progressive de ces dernières années? Alors, ce qui a surtout changé l'année passée, c'est évidemment ce qui a déjà été évoqué, c'est le home office, le travail à domicile, et puis aussi les relations via Zoom ou d'autres outils avec les clients. Avant le Covid, moi, je voulais que nos commerciaux aient des contacts par vidéoconférence au moins une fois par mois avec nos clients à l'international, et la réponse était toujours la même, non, les clients ne veulent pas. Non, ce n'est pas la même chose qu'une visite. Je dis tout ça, je sais, et je crois qu'il a fallu 4 jours, même pas, pour que tout le monde se mette à Teams. Et en fait, tous les clients ont accepté, aussi parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ça, c'est bien, c'est une digitalisation de relations, c'est déjà très bien. Mais la digitalisation dans l'industrie est plus profonde. Elle change les process de production. Donc, ce qui s'est passé comme accélération, et c'est tant mieux, c'est que tout le monde en a profité et a vu ce que c'était. Mais la transformation est bien plus profonde dans l'industrie. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que maintenant, tout le monde peut utiliser ces outils de communication parce qu'ils sont très conviviaux, c'est assez intuitif et la dextérité, la bonne utilisation de ces outils n'est plus du tout liée au degré de formation. On a dans notre entreprise des opérateurs qui n'ont pas été très longtemps à l'école. Quand on les met devant un clavier d'une machine numérique, ils y vont à toute vitesse. Et alors, je dis, comment vous avez fait? Vous avez une formation? Non, non, je sais le week-end, regardez, c'est comme ça que ça marche. Et il y a un côté un peu jeu et c'est un univers qu'ils connaissent bien. Donc ça, c'est un grand progrès pour l'employabilité des gens.
Justement, cette dextérité et cette aisance avec les technologies, nos jeunes l'ont. Et donc, Hugo, Inès, vous faites partie de la première génération des Digital Natives. Quelle est votre expérience du digital et comment le Job Shadow Day a-t-il influencé donc, votre vision de la technologie au travail? Ok, donc si je commence et si vous me priez de changer à l'anglais. Pas de problème. Super. Okay, so in English then. Yeah, well, obviously, I'm sure a lot of the attendees here are students who are sort of just like all of us have sort of been brought up in this technological age, and I think that as we're getting older, 16 to 19 ages, this technological aspect, quite naturally, when we've been brought up with it, becomes much more important in the industry as well. And I know that people are starting to program more Python and JavaScript, etc. And perhaps someone like myself, for example, who is very interested in economics and maths and investment banking, also has to start looking into programming and software engineering, and that creates sort of a sort of dynamic between, say, for example, the sciences or the finances, which were the classics before, and the symbiosis with the technology that we now have. In regards to how it influenced the Job Shadow Day, I was one of the students that did the Job Shadow Day online. And I'm going to be completely honest, when I got the email saying I was online, I was quite disappointed because I was so excited to see the office. But actually, throughout the day, it was a fantastic experience. And it actually allowed me to go in between many different people and see different areas of the workplace. So I think that there are many advantages of, distance, both learning and working. So although there are some cons, there is a lot to take from it as well. And I think that's great. Je fais en français. Dans mon cas personnel, ma façon de voir la technologie, elle a beaucoup changé en un an, déjà parce que à cause du homeschooling, mais aussi parce que dans mon école, j'ai eu la chance de devenir une classe iPad. Donc moi, j'utilise l'iPad fréquemment et ça a beaucoup influencé parce que justement, maintenant, comment est-ce qu'on ferait sans? Et dans les entreprises, pareil. Et en plus, dans mon cours d'économie aussi, on voit que la technologie, c'est un point primordial pour que l'entreprise survive. Ça veut dire que si l'entreprise ne fait pas des innovations et qu'elle ne suit pas la technologie, elle ne survivra pas. Et comme Madame de Taille l'a dit, il faut vraiment, Madame de Taille l'a expliqué, il faut que ça marche pour que l'entreprise survive. Mais donc, du coup, mon expérience Job Shadow Day n'a pas vraiment influencé ma vue sur le digital, mais plutôt à confirmer que effectivement c'est primordial. Voilà. Merci. Et justement, Hugo avait mentionné avant quelques compétences comme la programmation, par exemple, qui sont de plus en plus convoitées maintenant. Madame Kaufmann, quel type d'employés recherchent donc les entreprises aujourd'hui et quels profils sont les plus recherchés par rapport aux compétences? Alors bon, il est clair que tous les secteurs ne sont pas pareils, hein, mais si je regarde maintenant, par exemple, le secteur du conseil en entreprise, dans lequel je suis avec Apollo, nous cherchons en fait des compétences qui sont certes très spécifiques, hein, parce qu'on a des responsabilités, on a des métiers qui sont demandés, mais de l'autre côté aussi, on cherche des compétences qui sont élargies. Donc, évidemment, comme on dit en allemand, on cherche toujours la vache avec les 5 têtes, donc die eierlegende Wollmilchsau, comme on dit parfois. Ce n'est pas possible et tout le monde ne peut pas être tout en même temps. Mais quand même, on voit que il y a 20 ans, par exemple, vous pouviez être sur votre poste de travail pendant toute votre vie. Aujourd'hui, on vous demande d'être un peu plus, de changer peut-être pendant votre vie professionnelle. Donc, vous êtes dans l'entreprise, vous commencez en tant que
je ne sais pas, en tant qu'expert en communication, et finalement, vous faites de la vente peut-être, ou du business development, ce qui m'est d'ailleurs arrivé chez SES dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut faire des études certes très très spécifiques, mais il faut aussi s'intéresser à d'autres thématiques. Il faut connaître le monde, il faut comprendre ce qui se passe dans le monde, et surtout si vous êtes dans le conseil, évidemment, il faut être très agile et il faut pouvoir avoir des notions d'économie, il faut être intéressé, il faut être curieux et sans être expert, et donc il faut avoir des compétences qui sont un peu plus larges et qui notamment, si vous êtes au Luxembourg, évidemment, il y a d'autres compétences qui vous sont demandées, c'est les langues, évidemment. Vous ne devez pas, comme on le voit aujourd'hui aussi, il ne faut pas parler toutes les langues de façon experte, mais il faut pouvoir au Luxembourg au moins comprendre les cultures et parler certaines langues et pouvoir bouger. Et ça fait aussi preuve d'ouverture d'esprit. Donc, si je pense qu'il y a 20 ans, on pouvait être beaucoup plus spécifique dans son métier, aujourd'hui, il faut avoir des compétences qui sont plus larges et être disponible pour changer aussi dans sa vie professionnelle. Vous avez mentionné donc l'ouverture d'esprit, être curieux. Donc, quelle place ont ces soft skills maintenant aussi pour les métiers d'aujourd'hui et la recherche d'emploi? Je pense que les soft skills sont extrêmement importants. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours pouvoir être expert dans son métier. Ça, il le faut de toute façon. Mais les soft skills vous ouvrent en fait aussi les réseaux. Il faut aujourd'hui, si on veut vraiment aller de l'avant dans les entreprises et contribuer vraiment au leadership d'une entreprise, il faut avoir un réseau, il faut connaître d'autres gens, il faut être en contact avec d'autres personnes qui ont une connaissance très spécifique d'un métier. Il faut aller les chercher et il faut s'enrichir avec ça. Je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, je trouve que vous, tous, les jeunes, vous réussissez aussi avec, et je reviens un peu aux moyens technologiques qui sont à notre disposition, vous avez cette possibilité, cette compétence énorme d'avoir un réseau qui est assez grand et de vous connecter à des gens aux trois bouts du monde. Et ce sera la même chose dans un petit pays, même comme Luxembourg, d'être en contact avec tout le monde. Donc oui, soft skills, il faut être sur la pointe des pieds, il faut être flexible, tout ça c'est très important. Et donc aussi, c'est pouvoir donc les logiciels technologiques feront partie du futur aussi pour les emplois et pour les métiers. Mr. Sainab, what can our youngsters expect from the world of work in a few years, and what skills are expected of future job seekers? Will they be more digital focused? That's a very big question, Claudia. And I'll go back to something that Monsieur Aisbourg and Madame de Taille already said, and I'm going to link that to something that Hugo just mentioned. I think digitalization, if you look at it, it started way before COVID. COVID was an accelerator to the digitalization. I think if I remember well, it was in January 2020, so this is 1 or 2 months before COVID hit us. We announced as a bank, as a financial firm, that we were hiring 2,500 coders for our investment bank. That was never seen before. So if we sit up to Hugo's point, who is interested in economics and finance, he now needs to be interested in coding as well. So yes, the future of work is definitely changing. It was changing before COVID. I think COVID has accelerated that process a bit. And we're seeing that in the world of work. We're seeing that in the way we deal with our clients and in the questions we get from our clients. What skills are we looking for? So we're looking for all types of skills, depending on what, on obviously of what the job entails. I think we're looking for
flexibility. I think that's extremely important these days. I think maybe even more than before. I think that's definitely something we got out of this sanitary crisis. But I think we also are still looking for empathy. I think empathy is very important in the people that you work with and in the teams that you have. And I think I can't remember who said it, but managing teams in a desk, I think it was Monsieur Heisbourg. You know, that feeling that you have when you're on the work floor, when you're with your teams, when you see your people at the coffee machine, that's something you cannot recreate when you're online. So I think there's a lot of ask and a lot of demand for investing a little bit in that empathy, which I think will also lead to, in a way, going back to the office. Yes, COVID has changed, and yes, we will be working more from home. Absolutely. I think it just opens a lot of opportunities for people to work from home. And that's definitely a good trend. But I think it will never replace the personal touch and the personal feeling that you have with your clients, as Madame de Taille also said. You know, okay, I can understand that at some point your colleagues were like, yeah, no, you know, people don't want to meet over the phone or over video; they want to meet in person. Yes, I think we're moving to hybrid models in that sense, and I think that's what we're expecting to happen in the future as well. I understand the frustration by some of the students of not being able to come into the office and not see the office. I think it's a totally different world when you interact with your colleagues, when you sit there, when you speak to your clients, when you meet your clients. You know, we're sending the documents over now by drones, you know, where otherwise you would just go hand them over. Yes, the world has changed. So we're looking, I think, for a lot of flexibility in our new team members. We're looking for a lot of what's the right word? Curiousness. We need people that are curious about what is happening around them, and are not only focused in that one line of thinking. I think what I always try to explain to stagiaires or interns that I have the pleasure of working with is that when you come into a company, what you often want to do is you want to look up. You know, you want to look like, okay, what's my next step? Where do I go from here? When do I become a manager and a senior manager, and et cetera, et cetera, et cetera. I think that the learning curve, and I think it's Madame Kaufmann who also alluded to it, is also very horizontally. Try to get all those experiences from all different areas and bring those together, and that is what in the end will make you, you know, the leader that maybe you want to become. Look around you, all people in high positions, they've gone through most areas of their company or different companies. So be curious, have that open mind, and try to explore, and you know, don't be afraid of a little bit of adventure. That's definitely what I would want to give here. Thank you. So from what I can hear, these soft skills like staying curious and being creative are very important and are going to be more important in the future. Madame de Taille, pensez-vous que l'école forme les jeunes assez à ces compétences qu'on vient de mentionner? Est-ce que l'école évolue au même rythme que l'économie? Alors, je pense que l'école est en phase avec la société et que c'est le plus important. L'économie n'est qu'une partie de notre vie. Je dis ça avec un petit clin d'œil à Inès. Le travail, c'est important, mais on ne doit pas travailler tout le temps, n'est-ce pas, Inès? Et donc, c'est bien que l'école soit en phase avec la société, y compris avec l'économie. Je pense de voir pas mal d'étudiants chez nous que globalement, on peut dire que oui, l'école est en adéquation. Bien entendu, ma génération va dire, mais ils savent écrire sans faute, mais ils parlent très très mal telle ou telle langue, mais ils s'habillent n'importe comment, mais ils respectent le plus haut. On trouve toujours des tas de choses. Je pense que mes grands-parents devaient penser la même chose de ma génération. Ce qui, à mon avis, est important, en plus de tout ce que les orateurs précédents ont dit, auxquels je souscris tout à fait, c'est que l'école doit apprendre une méthode. On a affaire à des jeunes qui nous écoutent, qui vraisemblablement auront envie et y arriveront, auront envie d'occuper des fonctions dirigeantes. Il faut avoir une méthode de réflexion et l'école doit l'apprendre et je pense qu'elle l'apprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir cerner les enjeux et qu'on doit aussi voir assez vite les interactions. Et ça, c'est vraiment important, quel que soit
la fonction qu'on occupe, puisque comme l'ont dit mes prédécesseurs, au cours de sa vie, on est maintenant au cours de sa vie professionnelle appelé, soit par obligation, soit par goût, à occuper des fonctions très, très différentes. Et une chose très importante aussi, qui je crois n'a pas encore été vraiment dite, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, c'est qu'il faut apprendre à travailler en équipe. Et là, mon expérience de différentes universités dans différents pays européens montre que c'est vrai. On fait beaucoup de travaux en groupe quand on entre à l'université maintenant, ce qui existait très peu de mon temps. Et les étudiants, au bout de 2 travaux en groupe, ils ont compris qu'il y avait toujours un qui parlait plus fort, c'est pas pour ça qu'il disait les choses les plus intelligentes. Un qui ne disait rien, c'est pas pour ça qu'il n'était pas intéressé. Un troisième qui ne faisait rien et qui était bien décidé à en rien faire jusqu'à la fin. Et puis un leader qui se fait plus ou moins accepter et qui a un style de management un peu différent. Donc tout ça sont des apprentissages hyper importants pour la vie professionnelle par la suite. Donc voilà, moi je crois que globalement les écoles préparent bien. Je dirais aussi, si je me permets de donner un petit conseil à ces jeunes qui vont bientôt devoir choisir quelque chose après, comme après leur bac, c'est choisissez quelque chose de difficile si vous en avez les moyens intellectuels, parce que sinon vous vous ennuierez très vite dans les différentes écoles. Donc, puisez dans vos ressources, ne choisissez pas la facilité, choisissez une bonne école exigeante et ça vous aidera tout au long de votre vie professionnelle. Mais comme je vois, les compétences interpersonnelles, donc travailler en équipe, donc on avait déjà entendu aussi savoir interagir avec des clients ou des fournisseurs, c'est très important et je crois sûrement que cette dernière année nous a appris quelle valeur ont ces compétences. Donc les jeunes, est-ce que vous croyez que votre formation en école donc, vous prépare assez pour les compétences qui ont été mentionnées ici? Hugo, can I start? Okay, thank you. Je crois que oui, mais que ça dépend fortement de la volonté et de l'engagement personnel. Parce qu'à l'école, si on veut développer justement les soft skills dont on a parlé, par exemple, si on veut développer le travail en équipe, tout simplement, on s'inscrit pour faire partie de l'association des élèves. Et là, on trouvera, on développera ce genre de capacité. Après, être leader de nouveau, devenir délégué, c'est là qu'on apprendra le plus. Mais aussi faire des stages, justement, le shadowing, ou aller faire des programmes, ou aller dans des autres pays pour aller découvrir. Là aussi, justement, la curiosité dont on a parlé avant sera fortement stimulée. Et voilà. Après, comme ça a aussi été dit, justement, on a la chance que maintenant ça a changé. On a beaucoup de travail en groupe et en équipe à l'école. Et donc, je trouve vraiment que les soft skills, si on le veut, on peut les avoir à l'école. All right. So, yeah, from my point of view, I'm sort of in the although I agree with Ines here, I'm sort of in the right line, the same lines as Madame Detaille there, in the sense that I think that school equips you with the necessary knowledge and well, hard skills I would say that you need, but it is up to you to implement it. And I think the bridge between those is the soft skills. So I think that in terms of soft skills, directly coaching students and ensuring that they gain these soft skills, I think schools have a lot to do. But I certainly think that the schools give you the opportunity, like Ines said, to implement them because you're equipped with them. But it bears quite a large responsibility for you as a student to actually implement them. And skills such as Madame Kaufmann said, agile and curious, and Mr. Senev said flexibility and empathy. I think those skills are not only difficult to teach, but in this day and age, very much individual and up to your own responsibility and will to progress in those fields. I really like that you said that soft skills are the bridge to implement your hard skills. It's a very interesting point of view. Ces compétences, justement, nous les mettons au service de nos employeurs et nos entreprises. Mais pour qui voulons-nous travailler?
Nous avons demandé à quelques jeunes pour quelle entreprise et pour quel type d'entreprise ils et elles aimeraient travailler et pourquoi. Donc, regardons ensemble ce qu'ils avaient à dire. Eine Firma, wo gute Konditionen de Travail. Google. Also schon du ein so Film geguckt an nicht, ob das der Realität entspricht. Aber Firma, wo das Banden, so wie mit der Ambiance hier, auch die Leute hier wirklich voll ausgesehen. Etwas proposiert wird, weil zum Beispiel jeder dafür braucht. Also eine Firma, wo gute Konditionen de Travail sind. Google oder Facebook, weil du gesagt hast noch, dass sie viel Spaß auf ihrer Arbeit tun. Eine coole Firma als eine, wo open ist, wo sich an seine Salarien adaptiert, wo guckt, wo nur ihnen guckt, wie es ihnen geht und so. Für mich Lübser fand ich ziemlich cool, weil also von allen Entreprisen, die Service anbieten, fand ich cool, weil das eben, du kannst von einer Platz von der Welt auf einen ganz anderen Platz gehen und das ohne viel Bordel oder Umstände. Und auch Carblutz, weil Carblutz viel Bien reinbringt oder lieber doch, als das Import-Export ist. Donc, nous avons entendu quelques exemples d'entreprises, Google, Facebook, et également des mots-clés comme des bonnes conditions de travail, une entreprise qui s'adapte, qui s'occupe des salariés, s'amuser au travail ou encore la mobilité. Hugo, Inès, imaginez-vous que vous cherchiez un emploi. Quels critères sont importants pour vous pour trouver une entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler? Donc, si je commence, if I start off, I think what we saw from the video, which immediately sprung to my mind, was how important brand image is, and I think that it's more important now than ever in a generation where information is easily spread through the internet and technology, and I think the role of PR is increasing there as well. And I mean, I myself was at Citi, and I have to say that I love Citi's brand image, and I think large parts of my generation can agree. I mean, it has an investment banking branch that is to some degree similar to, for example, Goldman Sachs, that used to be the big thing. But I think that the difference there is, at least when you look out and see Citi in this case, it seems like a company that cares more about les conditions in this case. And it seems like the identity behind the brand is something that, is agréable, that you can stand behind. And then in general for companies, I think that this agréabilité is really important in this day and age. I feel like you want the company that you work for to reflect yourself, reflect your own values, and be part of, a lifestyle that you like to live. Because I think at the end of the day, you shouldn't necessarily look at work and the career as work or a career, more, a branch of your life, a part of your lifestyle. And I think that large parts of our generation are continuing to see it, or starting to see it like that. And with that in mind, I think it becomes very important that students in this case and future workers can see themselves in the company, for sure. Je suis totalement d'accord avec Hugo. Et justement, quand il parle de l'image que une entreprise a, ça compte beaucoup et qu'elle reflète nos valeurs, c'est-à-dire que si moi si je cherchais une entreprise pour laquelle je devais travailler, il faudrait déjà un point principal, qu'elle soit consciente et qu'elle ait des engagements vers les problèmes environnementaux actuels, par exemple avec une production un peu plus responsable. Donc ça, c'est un point d'une vue externe. Après, il y a aussi, pour moi, ce qui est très important et intéressant, c'est le dynamisme d'une entreprise. Ça veut dire qu'elle évolue, qu'elle innove et qu'elle fasse du progrès, parce que c'est seulement comme ça qu'elle pourra aboutir à quelque chose. Et après, d'une vue un peu plus interne, de nouveau, pour refléter nos valeurs à nous,
enfin, j'imagine que notre génération plus jeune, ces valeurs sont encore plus importantes que pour les générations de mes grands-parents ou peut-être même mes parents, c'est que l'entreprise ne tolère mais à 0% la discrimination et que plutôt on encourage à la diversité. Et dans la diversité, il y a aussi avoir des discussions ouvertes, savoir que notre contribution compte pour l'entreprise et qu'on peut avoir confiance l'un dans l'autre. Ça, pour moi, ce serait une société idéale. Madame Kaufmann, comment les entreprises devraient-elles réagir face à ces critères qui semblent importants pour les jeunes? Et en tant que dirigeante d'entreprise, est-ce important de tenir en compte ces attentes? Je pense que je ne serais pas ici si je répondrais avec non à cette dernière question. D'abord, ce que je trouve fantastique, c'est qu'aujourd'hui, vous, les jeunes, vous réfléchissez à vos valeurs. Tout ce que Hugo a dit, tout ce qu'Inès a dit, c'est d'autant si vrai, c'est si beau de vous entendre dire toutes ces belles choses. Je crois que dans le temps, nous, on a nos valeurs, évidemment, on avait nos valeurs aussi lorsqu'on avait 16 et 18 ans, mais on ne nous demandait pas de les exprimer, on n'avait pas aussi la possibilité de les exprimer tellement clairement. Je trouve ça extrêmement important parce que si on doit toute sa vie travailler dans une entreprise qui n'est pas alignée avec nos propres valeurs, on est frustré. Et on a entendu un jeune dire I want to have fun, it's fun. Bon, je ne suis pas sûre que c'est toujours fun mais de travailler. Mais mon premier chef, par exemple, chez SES, il m'a dit, Pascal, si le jour où tu te lèves et que tu n'as pas envie de venir ici, tu réfléchis à partir. Et je crois que c'est ce côté, c'est peut-être ça ce qu'il dit avec fun. On aime travailler pour une entreprise qui partage les mêmes valeurs et je pense que c'est extrêmement important que du moment que vous allez vous présenter le premier jour, la première fois pour faire un travail, que vous parlez de vos valeurs et que vous posez des questions aussi sur la valeur de l'entreprise et pas uniquement ce qui est affiché à l'extérieur, parce que j'aime bien votre discours sur le brand, sur l'importance du brand. Et je suis la première à dire, j'ai commencé lorsque j'avais fini mes études à travailler pour SES, qui était vraiment l'entreprise une des plus belles entreprises au Luxembourg. Et j'étais fière d'y être. Mais d'autre part, le brand doit aussi être authentique. Et c'est ça ce qui est difficile parfois à voir, mais les valeurs qu'une entreprise a, elle doit les prouver par ses actions, par sa façon de former ses leaders, par la façon d'accueillir les gens et de les faire vivre dans cette entreprise et de les faire progresser. Je trouve que ça, c'est très important. C'est peut-être parfois difficile, mais comme vous êtes tous des jeunes qui pensez à vos valeurs et qui mettent vos valeurs très en avant, ça vous importe, je vous invite vraiment de voir si les entreprises qui parlent de leurs valeurs, s'ils sont vraiment dans l'action. Et je crois qu'une entreprise qui affiche qu'il y a des personnes, qui a du bon leadership, c'est une entreprise qui est à l'écoute en fait de tous ces salariés, que ce soit des gens d'autres générations, hein, parce que dans une entreprise, rarement vous trouvez juste une génération, même pas chez Google ou chez Elon Musk ou chez Monsieur Bezos. Il aura certainement différentes générations et c'est cette promesse à toutes les générations qui est importante. Et ça se fait par l'action et par l'écoute. Pour moi, c'est vraiment l'écoute qui est le plus important. Et je vous invite aussi, si vous voulez devenir des bons leaders, c'est d'abord l'écoute qui est importante. Et donc, ma réponse est oui, écouter les valeurs des autres et faire en sorte que les valeurs des salariés soient respectées et qu'ils puissent vivre dans leurs valeurs, c'est le plus important de tout. Donc, écouter ce que les jeunes ont à dire est aussi important. Monsieur Reisbourg, est-ce important d'être une entreprise aussi qui attire ces jeunes et qu'en fait,
que ferez-vous concrètement pour les écouter, pour les attirer? Alors, sur votre première question, comme Pascal Kaufmann l'a dit, je pense que la réponse est, en tout cas dans mes yeux, tellement évidente que oui, c'est tellement important d'attirer des jeunes. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement, pour le faire? Bon, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Ce que Inès, Hugo ont dit, ce que Mme Kaufmann a dit sur les valeurs, donc donner une certaine attractivité, mais pas juste des valeurs affichées, mais vraiment des valeurs vécues. Je travaille dans un groupe, dans une entreprise où, à l'époque, on prenait ça, enfin, ce n'était pas la première priorité. Et quand je suis venu, le fait de pouvoir contribuer à mettre aussi ces valeurs, ces préoccupations des jeunes sur le radar de la direction du groupe, c'était pour moi déjà une première étape pour essayer d'attirer des jeunes et de créer comme ça une vraie brand equity avec des vraies valeurs. Et c'est toujours un work in progress. Inès a mentionné la diversité, l'écologie. Tout le monde pense que voilà, dans un groupe automobile, bah, ça, en tout cas l'écologie, bah, non, 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 au contraire, et on s'y met vraiment. La diversité tout aussi. Moi, je suis en train donc de mettre en place l'organigramme d'un deuxième centre Porsche. J'essaye d'avoir le plus de dames possible parce que c'est un monde très masculin. J'essaie d'avoir des gens de background différents, avec toutes les résistances que je rencontre à l'intérieur. Mais voilà, j'essaie de faire vivre ces valeurs. Ensuite, au-delà de ça, on essaie d'attirer les jeunes en leur offrant des stages. Que ce soit dans les jobs plus manuels, parce qu'on a beaucoup aussi, on travaille avec les fédérations, on travaille avec les lycées, que ce soit pour les jeunes diplômés, je dirais plus des cadres, des carrières supérieures. On a un graduate programme B-Pilot qui est vraiment très sympa, qu'on a commencé à mettre en place. Et ensuite, last but not least, je pense attirer est une chose, mais il faut aussi faire en sorte que les jeunes restent. Et les jeunes vont que rester si, comme ça a été dit par Inès et Hugo, s'y retrouvent, que le cadre de travail est agréable. Comme Pascal Kaufmann l'a dit, le lieu du travail n'est pas toujours le lieu du bonheur, mais il faut adhérer et s'identifier au projet. Et le projet doit être conforme aux attentes des jeunes. Il faut avoir un cadre de travail qui permet aux jeunes de s'exprimer et de s'y retrouver. Ce n'est plus nécessairement avoir des horaires fixes, il faut avoir de la flexibilité, il faut avoir du home office, la shared mobility qu'on a mis en place, nous, pour que les gens ne doivent pas venir avec 20 voitures à 20 personnes. C'est bizarre d'entendre ça de quelqu'un qui vend des voitures, mais quand même, on le fait parce qu'on we believe in this. Quelque chose qui se voit moins, mais avec un point qu'on communique aussi beaucoup, c'est la pérennité du groupe dans lequel moi j'ai la chance de pouvoir travailler. Nous, on est détenu pas par un actionnaire personne physique, mais par une fondation d'utilité publique. Donc, M. Loche, qui a été le fondateur de notre groupe, qui n'avait pas d'héritier ou de repreneur, avait la clairvoyance et la génialité d'esprit de mettre toute l'entreprise dans une fondation d'utilité publique que vous trouverez aussi, dont vous retrouverez le site internet. Donc, les bénéfices que moi je génère sont investis pour plein de bonnes causes. Je pense que ça aussi, c'est un point de un, ça garantit la pérennité de l'entreprise, et de deux, c'est vraiment, je dirais, l'apogée de ces valeurs dont vous avez parlé. Et je pense que tout ça ensemble, en tout cas, on essaye, avec parfois plus, parfois moins de succès. En tout cas, moi, j'espère que ça attire des jeunes et je suis convaincu que c'est tellement important. Donc, si dans l'audience, il y a des jeunes qui veulent faire des stages, vous avez mon numéro, vous avez mon LinkedIn, vous avez tout ce qu'il vous faut. Manifestez-vous, ce serait avec grand plaisir. Voilà. Merci. Bah, pendant ces rencontres, quand on accueille un stagiaire ou on rencontre un jeune, je crois que les jeunes sont très inspirés par vous, les entrepreneurs, mais ça va de même de l'autre côté. Mr. Seyna, you participate in several programs like the Job Shadow Day, where you interact with students and youngsters. How do you get inspired by them? Do they inspire you? Well, yes, I have the pleasure, the real pleasure of I think it's one of the most beautiful moments in my job is when I can do job shadows and interact with young people. What I appreciate or what inspires me or what makes me tick when I interact with them is when they come in with an open mind. I think that's always nice, and they don't come in with a fixed idea of I'm going into this company with a real big plan or whatever. They just come in with an open mind and they'll see where it takes them. And that eagerness to learn and to take in things. I think that I find really refreshing. It's something you don't find very often anymore in, let's say, people who have spent some time already in the workplace. I think what
but also like, and what I try to do myself as well is have those questions and those ideas, that are not necessarily, ingrained in us anymore, who have spent many years in the company, the same company, or in different companies. They come in and they ask the right questions or the wrong questions. I don't think there's right or wrong. They just ask questions, and that also makes me sometimes question things, and that helps me grow in what I do and in my role, and in the end, it helps the company. So I think that's really great. That's very inspiring. I think to that I would add, I think that the eagerness to take initiative. I think that is so great to see. I think I still come from a generation where when you came into a company, you sort of waited for instructions on what you should do. And I think that has changed. And this generation is, they're not waiting for instructions. They take them, of course, but they do their own thing with those instructions, and they make them their own, and they build something. They build a career, they build an experience in that company. And also that I find so engaging and so fascinating and inspiring. So in the end, when you have all that and you come home again and you bring all that back, I think it makes you feel really good. It gives you energy. It gives me energy, that's for sure. And when you have that one day when you wake up in the morning and maybe you don't feel that great about going into the office because of this or that, that there's one of those young people waiting for you who's like eager to dig in and to get going. And that also motivates you. So I'm already looking forward to the next Job Shadow Day and the next interaction and the next opportunity. Thank you. Well, we are always very happy to hear feedback, and now we are hearing feedback in this panel, but we get sometimes emails from companies or students to give us feedback just like that, where students say that they got to see something as a leader and how they work in companies, and had sometimes the chance to work hands-on in the company. And then from leaders, like you said, they tell us that it's refreshing to see open minds and interact with people who always stay curious. So yeah, it's very interesting. Absolutely. Bring them on, I would say. The more, the merrier. I agree. Merci beaucoup donc, pour vos partages et cette discussion très intéressante. Si je ne vois pas encore de questions, donc je vous laisse encore quelques minutes pour insérer vos questions. N'hésitez pas à poser des questions à nos panélistes. Par contre, nous avons quelques questions donc, qui nous sont arrivées des feedbacks des élèves donc, après leur Job Shadow Day. On leur avait demandé de nous envoyer une question ou une autre. Et donc, notamment, il y a une question très intéressante. Avez-vous toujours les mêmes valeurs dans votre entreprise qu'au départ? I don't know. Yeah, I can start if you want to. The answer is yes and no. I think the values or the way you phrase or frame your values may change over the years. You have new leadership coming in, the times change, the world changes, so you try to adapt to that. But I think in the end, if I look back to, I have over 20 years at Citi, and when I look back at all the CEOs that we had during that time, and the values and the principles they all felt they had to share at some point. If you look across those, in the end, it's always the same that comes back. It's all about doing the right thing for your clients. It's about doing the right thing for your employees. So that's why I would say yes and no. I think the red line is always there. It's just the way they're framed and where the focus is depends a bit on the time of the era, I would say. Madame Detaille? Oui, moi, je voudrais juste dire que quand on a sa propre entreprise, évidemment, c'est plus facile d'être en adéquation avec ses valeurs puisqu'on les fixe soi-même. Donc, c'est aussi peut-être une incitation à créer son entreprise. Alors, je pense que nous, on a gardé les mêmes valeurs. Il faut dire que la valeur principale qu'on avait retenue, c'est le respect. Et on l'a décliné. Et on l'a décliné, c'est le respect du client, qu'on doit bien servir, c'est aussi le respect du fournisseur, qu'on doit payer à temps, c'est le respect du matériel que l'entreprise met à disposition, c'est le respect des personnes, des collègues, des chefs et puis des subordonnés, c'est le respect de l'équipe, c'est le respect de soi aussi. Donc ça permet de faire des
des actions à faire progresser tout le monde avec une même valeur qui est assez intemporelle et qui nous correspond bien. Et on essaye de la respecter le plus possible. Et les gens qui ne se sentent pas en adéquation s'en vont assez vite. Et puis, je voudrais dire aussi que ce n'est pas si nouveau que ça que les jeunes choisissent des valeurs. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand on a repris cette entreprise, tout au début, quand je voyais des gens qui postulaient chez nous, souvent des jeunes, je disais, mais pourquoi vous voulez venir? On avait même tout un questionnaire. Et à la question pourquoi vous voudriez vous rejoindre, à l'époque c'était seulement Nonel Boxis, la réponse était toujours pour l'ambiance. Et ça m'énervait parce que je me disais, c'est pas le Club Med, on est ici pour bosser. Et puis j'ai cherché et j'ai compris que ce que les gens aimaient, c'était bien entendu le travail, c'est pour ça qu'ils venaient, mais c'était aussi la confiance qui régnait entre les personnes et nos valeurs qui étaient vraiment vécues dans l'entreprise. Merci. Je ne vois pas encore votre... Alors, how do big companies, which have thousands of employees, build a strong culture through every level with hundreds of new people coming in every year? I'm guessing that's one for me. God, that's a difficult one. If you have the answer, I mean, I'm going to hire you, to be honest. No, seriously, I think in the end, I think you try to do as many things in a company you want to do for bottom up. I think that's important, but some things, it's your values and all that, they come bottom down. And it's your leadership that needs to illustrate it and needs to bring it down. And I think where you often see let's say the problems is in the middle layer. For some reason or another, you can have your top leadership have very strong values that they want to communicate, and they do that very well. And then you have people at the bottom who pick that up, who listen, who appreciate those values. And then somewhere in the middle, sometimes it gets a little bit blurry. So how you do that is really going to them very closely. You do focus groups. You do you can't do everything by email. Sometimes you just have to speak to people and share it and put in ways that they can how shall I say this, that they can express those values. That is more than just saying them or putting them on a piece of paper and in a PowerPoint and showing them during a meeting. Now you have to give them ways to illustrate what that value is. And I think that's the best way to get them across. Thank you. I will check if questions. I don't think so. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois pour toutes vos contributions. J'ai une dernière question à vous, entrepreneurs et dirigeantes. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour leur carrière professionnelle? Moi, je leur dirais, faites ce que vous aimez. Merci. Madame Kaufmann? Oui, alors il y a trois choses que j'aimerais dire. Une, c'est que vous êtes tous sur la bonne voie. Vous avez déjà fait un Shadow Day, donc vous êtes en train de vous intéresser à la vie professionnelle, c'est super. Moi, je vous conseille que lorsque vous choisissez votre job de vacances, essayez de voir un peu les choses qui sont peut-être un peu différentes pour pouvoir après faire un bon choix dans la vie. Il est clair que oui, si on travaille à la chaux, parfois on peut gagner beaucoup d'argent. Si vous voulez rentrer dans l'ORECA, c'est parfait de le faire. Mais si vous voulez devenir avocat, peut-être aller voir le travail d'un juriste dans une entreprise ou aller voir ce qu'ils font en fait dans les différents cabinets d'avocats. Je sais qu'ils sont toujours très très contents aussi de voir des jeunes arriver et de les inspirer. Donc ça, c'est faites un bon usage en fait de votre temps que vous voulez dédier à votre métier futur peut-être. Et de l'autre côté, il y a une autre chose que je trouve très très importante, c'est oser poser des questions, soyez curieux, restez sur la pointe des pieds et oser parler avec les dirigeants que vous connaissez, que vous
pour vos parents connaissent peut-être ou que des parents d'amis connaissent. Parlez-leur de vos incertitudes, de vos idées et posez beaucoup de questions, osez, restez curieux. Voilà. Merci. Monsieur Respoch? Oui, bah, beaucoup a été dit, ce à quoi j'adhère entièrement. Je pense qu'il y a un point que M. Senev a dit, stay open, restez ouvert, ne soyez pas over-focus trop tôt. Madame Kaufmann l'a dit aussi, allez gauche à droite, go off the beaten path, comme quelqu'un très connu a dit. Expérimentez, vous n'êtes jamais aussi libre que vous ne l'êtes maintenant pendant vos vacances. Allez voir beaucoup d'endroits. C'est tellement enrichissant et vous trouverez la bonne voie par après. Et puis last but not least, je pense que Madame Détail l'a dit, faites ce que vous aimez. N'aspirez pas à quelque chose qui est une image où vous faites peut-être une image suridéalisée parce qu'on y gagne beaucoup d'argent, parce qu'on a beaucoup de pouvoir, parce qu'on a je ne sais pas quoi. Faites ce que vous aimez. Ça, c'est finalement à la fin du jour ce qui est vraiment le plus important. Voilà. En effet, c'est très, très important. Faites ce que vous aimez et n'arrêtez jamais d'apprendre et d'enrichir votre vie. C'est la seule chose que j'aimerais ajouter. Moi, en tout cas, je suis motivée pour aller retourner à l'école et étudier. Hein. Nous, on est motivés. Voilà. Les jeunes, avez-vous un dernier message aussi pour les entrepreneurs? Ok, donc si je commence, well, I think that what we've heard here is very promising. I mean, I wish that every leader would say the same words and act upon them. Maybe that's not always the case, but I think Luxembourg is certainly a forefront into moving forward into the future. I think personally, being 18 and still in school, I would say, provide opportunities for younger people who want to learn, not necessarily hire them with a salary, but things like the Job Shadow Day is fantastic to, as Monsieur Heisbusch said, to explore different gateways. I think that's something I personally want to see more of, and that I've really liked about Job Shadow Day. Thank you. Je ne peux que être d'accord avec ce que Hugo a dit. Déjà ici, on a beaucoup de chance parce que tous les entrepreneurs ici ont déjà une vision qui est quasiment la même que la nôtre. Donc, juste comme ça, laissez votre vision sur l'entreprise comme ça on viendra travailler chez vous. Et ben voilà, vous l'aurez entendu. Attendez-vous donc à leur CV. Donc encore une fois, plaisir. Merci à vous toutes et toutes donc pour vos partages et vos témoignages super intéressants. Je crois que après cette soirée inspirante, tout le monde va être motivé d'aller travailler demain et donc de pouvoir être créatif et donc de faire son travail le mieux qu'il peut. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui ont regardé, qui ont posé des questions aussi et qui ont donc ainsi contribué à cette discussion super intéressante. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et merci encore une fois pour vos interventions. Merci à vous. Merci. À l'année prochaine. Merci. 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 À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.